Madame, monsieur, bonsoir. Les virus vous font trembler. Le simple nom d'Ebola ou bien encore du sida évoque pour vous des catastrophes sanitaires dramatiques. Et pourtant, ce ne sont pas les virus qui sont les plus meurtriers, ce sont les bactéries. Grâce à Louis Pasteur, on était persuadé que ces épidémies seraient éradiquées en l'an 2000. Et pourtant, la situation est tout autre. Il a fallu se rendre à l'évidence. Les bactéries ont appris à résister aux antibiotiques. Ainsi, depuis plusieurs mois, plusieurs personnes sont-elles mortes à l'hôpital alors qu'elles étaient soignées par tous les traitements possibles et imaginables. Mais la situation est encore plus dramatique puisqu'entre elles, les bactéries se communiquent ces informations, c'est-à-dire ces résistances aux médicaments. L'enquête sur ce dossier de Philippe Pécoul et Christophe Buchet. Industrial monument to the miracle drug. Mass production penicillin plant at Terre Haute, Indiana. One of many where the life-saving medicine is now being manufactured wholesale. 1942. Les Américains réussissent à produire la pénicilline à l'échelle industrielle. Une arme miracle, de taille à lutter contre le pire ennemi de l'homme, les bactéries. Et cette fois-ci, la victoire est totale. Des milliers de soldats blessés survivent aux infections qui, la veille encore, les condamnaient à une mort certaine. Toutes les grandes épidémies vont disparaître, plus aucune bactérie dangereuse ne résiste aux antibiotiques. Mais 50 ans plus tard, c'est l'heure de la revanche. Cette bactérie-là, qui est un entérocoque, est résistante à tous les antibiotiques qu'on peut utiliser lors d'une infection générale. C'est-à-dire que un malade infecté avec une telle bactérie ne peut pas être traité. Ce sont des bactéries qui sont très fréquentes, notamment en Amérique du Nord, et la mortalité chez ces malades est de 100%. Les bactéries ont appris à se battre. Alors c'est la course aux armements. L'homme utilise 1000 fois plus d'antibiotiques aujourd'hui qu'il n'en fallait il y a 50 ans pour venir à bout de certains germes. Plus l'antibiotique frappe fort, plus la bactérie réplique, avec son arme à elle, le mutant. Un sosie parfait, mais beaucoup plus résistant que les bactéries sensibles qui périssent dans la bataille. Dans l'environnement de cette bactérie que vous essayez de traiter, il y a une bactérie qui est déjà résistante, qui a un mécanisme de résistance, et cette bactérie va pouvoir le transférer à la bactérie responsable de la maladie qui va pouvoir survivre. L'homme n'a conçu aucune nouvelle famille d'antibiotiques depuis des années, alors que les bactéries, elles, renforcent continuellement leur système de défense. C'est le cas du staphylocoque, un germe responsable de septicémie, devenu résistant dans 80% des cas. C'est un staphylocoque qui a attaqué le bras de Jean-Marc. L'infection s'est déclarée en réanimation après son accident de moto. Salut. Plusieurs opérations, des mois d'antibiothérapie, la bataille a duré 1 an et demi. On ne nous a jamais caché que Jean-Marc avait un pyocyanique et un staphylocoque doré. La seule chose, c'est qu'on ne savait pas que c'était des bactéries spécialement résistantes. Alors que quand quand Jean-Marc est re-rentré à l'hôpital en janvier, c'est là où on nous a parlé de ces fameuses bactéries multirésistantes qui créaient des mutants. Et donc on s'est rendu compte de la gravité de l'infection à ce moment-là, en fait. Là, je me rappelle très bien le chirurgien qui s'occupait de lui, qui s'est vraiment énervé en disant il me faut une antibiothérapie rapidement, alors qu'on était le week-end. Je veux l'antibiothérapie ce soir, donc vous vous débrouillez pour m'amener l'antibiothérapie ce soir, parce que ça va pas, donc c'est dangereux, là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, le soir même, tu as eu ton antibiothérapie, qui a été à ce moment-là de 3 antibiotiques différents. C'était des antibiotiques qu'on donnait donc à dose importante, mais on s'apercevait l'infection continuait. Elle était peut-être stoppée, ou bon, c'était un peu un stand-by, mais on n'arrivait pas du tout à la guérir. Et ensuite, il a été bien évidemment décidé d'amputer l'avant-bras, étant donné qu'il n'y avait plus d'antibiotiques qui pouvaient tuer en fait le germe, et donc il y avait un pronostic vital qui était engagé, donc c'était soit le bras, soit ma vie, et il est bien évident que c'est le bras qui a été choisi. Hôpital Bichat à Paris. Le service de réanimation du professeur Régnier reçoit en permanence des malades atteints de germes multirésistants. L'un d'eux se retrouve ici dans le coma. C'est un monsieur qui a été hospitalisé dans un autre établissement pour une intervention tout à fait banale sur une cheville. Et malheureusement, au cours de cette hospitalisation, alors qu'il avait une perfusion veineuse, il y a eu une infection du petit cathéter
et il a donc déclaré une septicémie très grave à staphylocoque doré. Et malheureusement encore, c'était un staphylocoque doré multirésistant aux antibiotiques. Pour avoir des germes résistants avec une certaine fréquence, il y a deux mécanismes essentiels. Le premier, c'est avoir beaucoup d'antibiotiques. Ce qui est le cas ici. Ce qui est le cas ici et notamment en réanimation. À l'hôpital, on admet que 30 à 40% des malades sont en permanence aux antibiotiques, les personnes hospitalisées, et en réanimation, et notamment dans ce service, c'est plutôt de l'ordre de 80 à 90%. Donc les bactéries ont comme ça l'opportunité pour s'adapter aux antibiotiques de devenir résistantes. Puis la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'il y a une bactérie qui est devenue résistante, elle est, souvent grâce au contact, et essentiellement nos mains, transmissible d'une personne à une autre. Donc là, il y a un deuxième facteur qui est l'épidémie. Cette épidémie, l'homme croyait l'avoir vaincue. C'est pourquoi l'hôpital a changé de visage. Pour que les soins aillent plus vite, on a rapproché les services les uns des autres. On pensait en avoir fini de ces zones pavillonnaires où il fallait isoler les malades. Mais l'offensive des bactéries résistantes oblige aujourd'hui les médecins à isoler de nouveau leurs malades. Dans ces donjons, cette mesure est devenue plus difficile. Seule stratégie efficace, renforcer les mesures d'hygiène. Je vais vous mettre un petit écouvillon dans le nez, hein. Ça fait pas mal. Le lavage des mains après chaque soin pourrait éliminer 90% des risques d'épidémie. C'est pas un peu contraignant toute la journée, se laver les mains, s'essuyer les mains? Non, quand on sait pourquoi c'est faire, non. Sauf que c'est vrai qu'on ne respecte pas les 1 minute qu'on devrait respecter. C'est quoi ces 1 minute là? Ben, pour qu'un lavage soit efficace, il faudrait que ça dure 1 minute. Vous n'avez pas 7 minutes en général? Non. Non, parce que si on la multiplie par 100, 150 fois, on arriverait à des heures et des heures de lavage qui font qu'on ne peut pas se permettre. C'est un produit désinfectant des contaminants. On passe sur les surfaces planes. Alors on prend des gants, des tabliers. Le personnel utilise du matériel jetable. Mais comme le lavage de mains, cette procédure d'hygiène pose quelques difficultés. C'est quand même assez contraignant et le problème c'est l'augmentation de la charge de travail, les urgences qui arrivent, les problèmes inopinés, et là il y a des ruptures de procédure. De la chaîne d'hygiène. Voilà. Parce qu'on utilise moins de gants ou l'urgence? Parce qu'il faut l'urgence et on passe de l'un à l'autre. Hein. Si on est habillé dans une chambre d'isolement et qu'il y a un problème d'arrêt cardiaque ou une urgence quelconque, on jette les gants, mais on ne pense pas systématiquement à remettre des gants et là, ou à se réhabiller. Voilà, ouais. C'est notre principal souci. Le risque d'infection est devenu sérieux aujourd'hui. Il touche 1 malade sur 10. Plusieurs dépistages sont parfois nécessaires au cours d'une même hospitalisation. Moi, je cherche surtout les germes résistants de l'hôpital. Quand ce sont des malades qui n'ont pas été hospitalisés auparavant, il n'y a pas de raison qu'ils soient porteurs. Mais dès que leur séjour dure un peu longtemps à l'hôpital, le risque augmente. C'est dans ce laboratoire que se fabriquent les cocktails antibiotiques qui permettent de traiter les germes résistants. Mais au fil des ans, cela devient presque mission impossible. C'est la même espèce bactérienne qui n'a pas la même sensibilité aux antibiotiques. La première souche est très sensible aux antibiotiques. Alors on peut le voir facilement parce que les petites pastilles sont chargées de différents antibiotiques, et lorsque ces antibiotiques sont efficaces contre la bactérie qui a poussé sur la boîte, eh bien on voit de larges zones d'inhibition autour de chacune des pastilles d'antibiotiques. Je vais vous montrer maintenant une souche de staphylocoque, la même espèce bactérienne, mais qui est cette fois très résistante aux antibiotiques. Elle est devenue résistante avec le temps ou elle l'a toujours été? Alors,
C'est au fil des années que les staphylocoques sont devenus de plus en plus résistants aux antibiotiques. On trouve encore des souches sensibles chez certains malades, mais d'autres malades sont affectés avec des souches beaucoup plus résistantes. Donc vous voyez ici que la majorité des zones claires, des zones foncées qu'on voyait tout à l'heure ont disparu, montrant que la sensibilité aux antibiotiques a clairement diminué. Il n'y a plus qu'une petite zone ici qui permette de continuer à traiter les malades. L'efficacité des antibiotiques a été telle dans les années 60, 70 et 80, et le nombre de molécules nouvelles qui ont été mises sur le marché par les firmes pharmaceutiques a été tellement important que, effectivement, le phénomène des résistances bactériennes qu'on voyait évoluer semblait un petit peu secondaire, et on avait un petit peu l'impression qu'il ne poserait jamais de vrais problèmes. En fait, depuis maintenant une petite dizaine d'années, on s'aperçoit clairement qu'il n'en est rien, que l'évolution de la résistance bactérienne et la dissémination de certaines bactéries résistantes peut poser des problèmes thérapeutiques réels. Dans cette course aux armements, l'homme s'essouffle. Même si les services de réanimation utilisent souvent en permanence une cinquantaine d'antibiotiques. C'est notre arsenal. Et c'est vrai que la plupart de ces produits-là ont des problèmes, à savoir que de nombreuses bactéries résistent et donc la grande majorité ne sont plus efficaces. Les deux produits qui sont encore efficaces, par exemple celui-ci sur le staphylocoque ou celle-ci sur d'autres types de bactéries, on les utilise beaucoup et donc déjà il commence à y avoir un petit peu des faiblesses, notamment pour celui-ci. Et puis pour la vancomycine, actuellement en France, c'est encore à peu près tout le temps efficace, mais on sait qu'il y a des pays, comme par exemple les États-Unis, où il y a déjà des résistances à ces antibiotiques. Après ces deux armes-là, vous n'avez plus rien à disposition? Eh bien, aujourd'hui, non. L'épidémie s'est propagée. Elle a même flambé en ville où les Français consomment 3 fois plus d'antibiotiques qu'à l'hôpital. C'est une sorte d'escalade militaire. Ces 10 dernières années, l'abus de prescription a multiplié par 10 la résistance des bactéries, pour les pneumonies, les méningites et surtout les otites. Juliette a 5 ans, elle ne compte déjà plus ses trop nombreuses visites chez l'ORL. Allez, allonge-toi. Allonge-toi. Juliette, je la connais depuis qu'elle a 1 an et elle a posé énormément de problèmes. Elle a eu beaucoup d'otites. Quand je l'ai vue, elle avait déjà été opérée des végétations. Elle continuait à avoir des otites à répétition et ces otites réagissaient de moins en moins au traitement. On va passer de l'autre côté? Oui. Hein? On a donc été obligé de modifier les schémas thérapeutiques habituels en utilisant des médicaments injectables. À partir du 9e mois, ça devient la catastrophe. On a dû rajouter des pages pour noter les traitements, la pose de drain. Moi, j'avais peur qu'elle ait plus de défense immunitaire. Au bout d'un moment, on a tout essayé. On a même essayé autre chose que les antibiotiques, l'homéopathie, etc. Rien n'a fonctionné. Rien. Et à force de voir les antibiotiques se succéder, on finissait par se dire, mais est-ce qu'elle va en sortir un jour ? À Paris, 2 otites sur 3 résistent au traitement aujourd'hui. Pour vous donner une échelle de grandeur, il y a 5 ans, je faisais à peu près une parasynthèse par mois dans... Une parasynthèse, c'est une incision du tympan pour récupérer le pus en cas d'échec du traitement. Eh bien, il y a 5 ans, j'en faisais à peu près une par mois. Maintenant, j'en fais 2 par semaine. Tu vas encore prendre des médicaments. À l'échelon collectif, les solutions existent. Si les enfants pouvaient fréquenter la crèche une fois que leurs défenses immunitaires sont déjà bien acquises, c'est-à-dire à partir de 12-13 mois, eh bien, on aurait sans doute beaucoup moins de surinfections de ce type. A priori, la directrice prend ses précautions. Voilà, le certificat de non-contagion pour Rémi. Donc il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Donc pour le premier jour, je le mets dans le dossier, il n'y a pas de problème. C'est quoi ce certificat? Ben, c'est un certificat qui prouve que Rémi n'a rien à ce jour, ni varicelle, ni oreillons. Et... C'est obligatoire pour c'est obligatoire pour entrer. C'est obligatoire pour entrer à la crèche et on le met dans le dossier médical de l'enfant. Et s'il était contagieux, votre enfant aujourd'hui,
allé comment? Là, c'était les grands-mères. Ça aurait été problématique pour vous. Ouais. On peut faire des dérogations parce que contagieux avec une rhino ou quoi que ce soit, il rentre quand même à la crèche même le premier jour. Il faut qu'il soit traité éventuellement? Oui, il faut qu'il soit traité. Tout le problème est là, les dérogations. Sous la pression des parents, les crèches acceptent les enfants de plus en plus jeunes et parfois malades. Évidemment, les risques d'épidémie augmentent. Alors les enfants sont traités sur place, toujours sur ordonnance, mais souvent avec des antibiotiques, soi-disant pour améliorer la prévention. Ce matin-là, on prépare un antibiotique en aérosol pour Ludovic. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est lundi. Voilà. Allez, on va aller voir Myriam. Qu'est-ce qu'il a, votre fils? Il est encombré, il a une petite rhino. Petite rhino? Voilà. Donc on fait un petit aérosol pour dégager. Voilà, pendant 6 jours. Normalement, ça marche bien. Mais une rhinopharyngite ne justifie pas un antibiotique. Ces prescriptions rassurent en quelque sorte, mais favorisent aussi l'émergence des résistances. D'autant plus qu'à la crèche, les rhumes, c'est assez fréquent. On appelle ça la créchite chez nous. C'est quoi la créchite? La créchite, c'est toutes les petites rhinos qui traînent, les petits rhumes. Allez, lorsqu'on a un petit peu une contamination comme ça qui se propage, tant que ça soit bien lourd, hein, c'est pas... Il y a 15 ans, un enfant malade ne franchissait pas le seuil de la crèche. Mais les temps ont changé. Les crèches ont de nouvelles règles. Nous gardons l'enfant la journée. C'est même malade, nous le gardons. Nous faisons baisser la température par des antithermiques tout à fait banaux. Nous le gardons et nous informons les parents de la nécessité d'aller voir le médecin. Et à partir de là, le lendemain, il peut revenir avec un traitement et au vu de l'ordonnance, on donnera le traitement. Cette consultation déjà est un peu forcée. La maman n'a pas forcément envie de nous voir aussi rapidement, mais elle y est contrainte pour des raisons de mise en collectivité de son enfant. Et donc là, il y a pression, parfois directe, mais souvent indirecte, pour qu'on prescrive une antibiothérapie. En juin 1996, le docteur Goljevich réalise un sondage. Il démontre qu'au moins 30% des prescriptions d'antibiotiques en ville sont superflues. Regarde, là, tu vas regarder un peu le plafond. Voilà, bah t'as décidé. Alors il adopte une nouvelle stratégie, une sorte de désescalade militaire. Voilà. Oh bah écoute. Pas d'antibiotiques tant que ce n'est pas vraiment nécessaire, rarement en première frappe en tout cas. On va voir ce qui se passe. Il faut se laisser encore 24-48 heures. Mais déjà avec le traitement, avec le traitement que je lui ai donné, normalement, dans la journée, il est mieux. Moi, ça fait 20 ans que je travaille et les conceptions ont changé. Les conceptions ont changé. On est quand même passé d'une période où moi, j'avais aussi l'impression que l'antibiotique était souverain. Et puis petit à petit, on a pris conscience que ce n'était pas toujours le cas, que ça le devenait de moins en moins, qu'il faut nuancer nos attitudes. Mon attitude, multipliée par X prescriptions, n'est pas anodine, ni immédiatement, ni à terme. Mais est-ce que l'antibiotique, ça n'a pas été considéré à un moment comme le DDT en agriculture? C'est-à-dire on avait une grande inconnue, puis d'un coup on a inventé DDT, ça a tout cassé, et ça n'est que quelques années après qu'on s'est aperçu, comme vous dites, qu'il faut prendre la part du milieu. Les confrères qui m'ont précédé ont connu des maladies bactériennes graves. Les mastoïdites qui compliquaient les otites, les méningites, des choses comme ça, des pneumonies, bon, la tuberculose bien entendu. Et lorsque ces confrères ont eu des antibiotiques entre les mains, toutes ces maladies graves d'un seul coup guérissaient. La pénicilline, à l'assaut des bactéries. Sa prodigieuse efficacité avait effacé des mémoires cette terrible maladie qui rayait des villes entières de la carte, la peste noire. Mais en septembre dernier, ce spectre a ressurgi de l'histoire. Jusqu'ici, le bacille de la peste était sensible à tous les antibiotiques. Et à Madagascar, chez un adolescent, on a isolé une souche qui était résistante à tous les antibiotiques recommandés par l'OMS pour la prévention ou le traitement de la peste. Contrairement aux entérocoques, c'est une bactérie qui est très hautement pathogène pour l'homme. On peut malheureusement anticiper les problèmes. Surtout, ce qui s'est produit à Madagascar peut se produire ailleurs. Donc on peut avoir
ailleurs un foyer de souches multirésistantes aux antibiotiques. Or, la peste fait partie des maladies émergentes. Par exemple, elle est de plus en plus fréquente aux États-Unis, au centre des États-Unis. Les résistances se développent aussi sur un terrain qu'on ne soupçonnait pas. Car les antibiotiques ne servent pas simplement à la médecine humaine ou vétérinaire. Depuis 20 ans, ils sont administrés aux animaux d'élevage sous forme d'additifs alimentaires. Cette pratique modifie la flore intestinale des animaux et les effets sont surprenants. L'animal consomme moins d'aliments, moins d'énergie, moins de protéines pour un résultat meilleur. Il grossit même un peu mieux, c'est-à-dire qu'on a un gain de croissance qui peut être 2, 3, 4%. C'est pas spectaculaire, mais pour l'éleveur, ça représente par exemple sur un porc charcutier, on peut gagner jusqu'à 15 francs par porc, ce qui pour un éleveur représente environ 40 000 francs d'économie par an. En 1995 à Birmingham, plusieurs personnes qui travaillent dans des élevages de poulets tombent malades. Leurs germes résistent subitement aux antibiotiques. Certains résistent même à la vancomycine, l'antibiotique le plus puissant à ce jour. On découvre alors que cet antibiotique est de la même famille qu'un additif généralement administré aux animaux, l'avoparcine. Les médecins soupçonnent une résistance croisée entre les deux produits. Ils tirent la sonnette d'alarme. Si on ne peut pas se servir de ces antibiotiques, certains patients deviendront incurables et mourront. En avril dernier, la Commission européenne interdit l'avoparcine. Mais une dizaine d'additifs restent encore sur le marché. Pour les scientifiques, le mécanisme de la transmission de la résistance n'est toujours pas clair. Deux hypothèses existent. Soit ils reçoivent des antibiotiques, ça sélectionne dans leur intestin de l'animal, donc ensuite ça sort dans ses crottes, éventuellement ça va sur sa viande, des bactéries qui résistent aux antibiotiques. Ces bactéries résistantes, elles peuvent peut-être arriver chez nous et coloniser notre intestin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est un peu différente, si le cochon reçoit des antibiotiques, c'est qu'il peut y avoir un résidu d'antibiotiques dans sa viande. A, B, pour antibiotiques. Et moi, si je mange cette viande qui contient de l'antibiotique, donc c'est un peu différent d'avant, là, il n'y a pas de bactéries, c'est stérile, je peux la cuire. Mais s'il y a un peu d'antibiotiques, s'il y a un résidu, est-ce que ce résidu d'antibiotiques, est-ce qu'il peut sélectionner dans mon intestin des bactéries résistantes? Tout ce qui est sur la sellette en ce moment, le problème du Birmingham par exemple. Voilà, c'est la sélection chez l'animal de bactéries résistantes. Et ensuite, quand un élevage de poulet est bourré de bactéries résistantes, elles doivent passer un jour ou l'autre chez l'éleveur ou chez d'autres gens. C'est une hypothèse vraisemblable. Cependant, on n'a pas pu aujourd'hui démontrer clairement que cela était le cas dans le cas de l'utilisation des antibiotiques en élevage. Il y a un doute depuis l'affaire de Birmingham. Oui, il y a un doute dans des circonstances extrêmement particulières, d'un monsieur qui travaillait dans des circonstances particulières, et donc on ne peut pas l'étendre clairement à notamment la consommation alimentaire ou au fait de fréquenter des animaux dans des conditions normales. Mais le doute est là. Alors pour les éleveurs, c'est le cauchemar de la vache folle qui risque de recommencer. Le marché aux bovins de Fougères en Ille-et-Vilaine est l'un des plus importants en France. Ici, l'additif antibiotique, même autorisé par la loi, on ne connaît pas, on ne veut même pas en entendre parler. Des additifs? Oh, il n'y en a pas. Je pense pas, enfin bon. Il n'y en a pas. Apparemment non. Donc, les éleveurs aujourd'hui ils jouent plus à ça, hein, c'est pas... Donc, puis les abattoirs sont très stricts. Si vous voyez quelque chose d'anormal dans la viande, ce serait tout de suite signalé. Mais c'est pas interdit les additifs antibiotiques. Oui, mais enfin, vous savez, c'est pas recommandé et je crois pas que c'est utile pour un éleveur. C'est pas bon? Non, c'est... on va quand même pas donner des antibiotiques à bouffer aux gens. Hein. Loin de la caméra, un salarié de coopérative confirme pourtant l'utilisation de ces produits dans les batteries industrielles. Je parle des additifs antibio, type celui qui a été interdit qui s'appelle l'avoparcine, qui a été interdit par la Commission européenne. Mais je ne sais pas s'il était classé en antibiotique celui-là. Si, c'est un antibiotique. C'est sûr? Ah oui. La famille des antibiotiques là. Oui, tu as l'avoparcine, rumencine, virginiamycine. Tout ça, c'est des machins dopants à effet potentialisateur. Sans s'en sert. Ah oui, la virginiamycine aujourd'hui est utilisée. Hein.
dans l'alimentation animale, il y a beaucoup à 5 mg par kilo, choses comme ça. Pourquoi les éleveurs ne veulent pas en parler, ou pas facilement? Parce que c'est complètement, si tu veux, ça c'est une mauvaise image dans l'esprit des consommateurs. Comme tous les pays du nord de l'Europe, la Finlande utilise très peu ces produits. Elle tente d'imposer aujourd'hui l'interdiction de 2 autres additifs, la tylosine et la spiramycine. Le professeur Corpé est chargé d'étudier ce dossier pour la France. Dans la mesure où il y a une résistance croisée entre des antibiotiques utilisés chez l'animal comme additifs et chez l'homme, ça suffit à dire arrêtons de les utiliser comme additifs chez l'animal. Ce n'est pas une situation d'urgence, mais je pense normale, par précaution, d'arrêter la tylosine et la spiramycine. Est-ce qu'on peut arrêter de toute façon les additifs dans l'élevage? Est-ce que ça vous paraît faisable? Ça c'est une question très compliquée. Parce qu'on peut arrêter, effectivement, du jour au lendemain, les animaux ne vont pas mourir, mais par contre les éleveurs peut-être. C'est-à-dire que ce qu'apporte un additif en élevage, c'est souvent 7-8% de bénéfices en plus, mais ce bénéfice en plus, c'est tout le bénéfice de l'éleveur. Si tout le monde arrêtait en même temps, comme ont fait les Suédois, ils ont tous arrêté, c'est faisable. À ce moment-là, tout le monde redémarre un peu plus bas, la viande coûte un peu plus cher, et puis voilà. Mais ça, c'est un choix de société, c'est pas un choix scientifique. Moins d'additifs peut-être pour les animaux d'élevage. Moins d'antibiotiques en ville. Moins d'enfants en bas âge à la crèche. Et plus d'hygiène à l'hôpital. Toutes ces solutions existent, mais toutes ces solutions ont un prix. C'est l'avenir même de l'antibiothérapie qui est en jeu désormais, alors que les germes résistants tuent 10 000 personnes chaque année. Pourtant, ce risque était prévisible. Le 26 juin 1945, dans les colonnes du New York Times, l'inventeur de la pénicilline, Alexander Fleming, lance un avertissement. Une sorte de prémonition qui, 50 ans plus tard, renvoie l'homme face à ses responsabilités. Ceux qui abuseront de la pénicilline seront moralement responsables de la mort des patients qui succomberont aux infections dues à des germes résistants. J'espère que ce fléau pourra être évité. Alors pour aborder ce sujet, il faut le dire plutôt alarmant, notre premier invité c'est Christian Perronne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Vous êtes surtout président du CLIN, c'est le comité de lutte contre l'infection nosocomiale. Pour le grand public, on peut dire que ce sont les maladies que l'on contracte à l'hôpital. Revenons, si vous le voulez bien, sur le problème dans sa globalité. Comment se fait-il qu'on soit confronté à des bactéries aussi résistantes que cela aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème grave ou très grave? C'est un problème très grave et très préoccupant, à mon avis, à court, moyen terme. Car il y a 20-30 ans, on vivait avec les bactéries, mais il y avait quand même une mortalité non négligeable avec les infections bactériennes. On a vécu, disons, les 30 glorieuses de l'antibiothérapie avec un succès fantastique de la pénicilline, puis tous les antibiotiques qui sont arrivés derrière permettant de traiter énormément d'infections bactériennes. On a jugulé les infections épidémiques qui s'attaquaient aux gens, disons, dans la rue, donc ça c'est un problème qui a beaucoup reculé. Et maintenant, on est acculé, vu la consommation énorme d'antibiotiques qu'il y a dans la population générale, pour tout un tas de raisons sur lesquelles nous reviendrons, eh bien les flores bactériennes, c'est-à-dire les bactéries que l'on héberge dans sa bouche, dans son nez, dans son tube digestif, avant même qu'elles soient pathogènes, c'est-à-dire qu'elles soient responsables d'infections, deviennent de plus en plus résistantes chaque année et commencent à atteindre des niveaux de résistance très inquiétants. Il va y avoir un double impact, ça va être le problème des infections en ville sur lequel nous reviendrons, et le problème des infections à l'hôpital, où les gens maintenant meurent de plus en plus d'infections avec des bactéries multirésistantes, c'est-à-dire sur lesquelles les antibiotiques n'agissent plus. Alors on va reparler justement de l'hôpital, parce que c'est un milieu que vous connaissez bien et où vous essayez de faire un peu changer les choses. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un service de réanimation, qui est un service, on va dire, très très dangereux a priori pour ce genre d'infection, pour faire changer les choses? Alors il faut faire changer les choses, car il y a quelques années, l'hygiène n'était pas la préoccupation majeure des hôpitaux, puisqu'on arrivait, même s'il y avait des accidents, des contaminations, on arrivait à traiter, donc ça n'était pas la priorité. Actuellement, quand on voit que ce problème de résistance devient majeur, l'hygiène doit revenir la priorité absolue dans les hôpitaux, c'est-à-dire des chambres individuelles dès qu'un malade est porteur d'un germe résistant pour pas qu'il contamine le voisin, renforcement de l'hygiène du lavage des mains, le port de gants, de blouses, pour éviter la transmission de ces bactéries très dangereuses à d'autres malades. Alors bien entendu, ce sont les malades très fragiles qui vont être les premières victimes.
quelqu'un qui est en bonne santé, qui vient à l'hôpital, ne va pas mourir d'une septicémie avec ce genre de germes. Ce sont les personnes très fragiles, qui ont un cancer, qui ont une chimiothérapie, qui ont eu un accident très grave, qui se retrouvent en réanimation avec des tuyaux partout, qui vont être les premières victimes, car tous ces tuyaux qu'on met dans la bouche pour respirer avec un ventilateur artificiel, que l'on met dans les veines pour apporter des médicaments indispensables pour sauver le malade, et ces tuyaux sont des autoroutes à germes, je dirais, et ces bactéries, qui peuvent être sensibles, mais malheureusement de plus en plus souvent résistantes, vont pénétrer dans l'organisme et provoquer par exemple des septicémies qui peuvent être mortelles. Ce qui va beaucoup inquiéter le grand public, c'est qu'on n'ait plus aucun médicament efficace pour lutter contre certaines bactéries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des maladies réémergentes, des maladies qui réapparaissent? Des maladies qui sont réapparues, c'est comme la tuberculose par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais les germes vraiment que l'on voit à l'hôpital, ce ne sont pas des germes responsables d'épidémies. Ce sont des germes avec lesquels nous vivons tous les jours, mais qui deviennent résistants parce que nous mangeons de plus en plus d'antibiotiques, à la fois en ville et qu'à l'hôpital, la plupart des malades, dans des services où il y a des malades très graves, sont perfusés et reçoivent des antibiotiques. Alors justement, on va faire, si vous voulez bien, un gros plan sur la tuberculose, parce que chaque seconde dans le monde, une personne est contaminée par cette maladie. Dans les années 60, on était persuadé que cette épidémie était éradiquée, mais ça n'est pas du tout le cas. En 1995, par exemple, on a décompté 3 millions de morts dues à la tuberculose. Et dans certaines villes comme New York, par exemple, des systèmes de surveillance extrêmement sophistiqués ont été mis en place. Anne-Corinne Moren. C'est dans les quartiers pauvres de New York que la tuberculose frappe le plus fort. En 92, la maladie est devenue une urgence sanitaire. À cette dramatique épidémie, 3 explications. D'abord l'augmentation de la pauvreté des sans-abri, et puis l'arrivée massive d'immigrés venus de pays touchés par la maladie. Des populations vivant dans des conditions d'hygiène déplorables, sans couverture sociale, sans suivi médical. Enfin, l'apparition du virus du sida a rendu les victimes plus vulnérables face aux infections. Conséquence inévitable, des souches de tuberculose multirésistantes aux antibiotiques se sont répandues dans New York comme une traînée de poudre. Si les patients ont des tuberculoses résistantes, c'est essentiellement parce que la plupart d'entre eux commencent leur traitement puis l'arrêtent en cours de route. Le mauvais suivi des traitements, le manque de ressources, c'est tout cela qui nous a incités à suivre les malades. Devant cette menace, la ville de New York a mis en place un programme de lutte contre la tuberculose conçu par l'OMS. Unique au monde, il conjugue les traitements les plus efficaces avec une surveillance médicale intensive. Tous les jours, les agents de santé vont rendre visite aux malades à domicile. Il s'agit pour eux de vérifier que les patients prennent bien leur traitement antibiotique jusqu'au bout, pendant 1 à 2 années selon les cas. Et parfois, il faut savoir convaincre les récalcitrants. Ouvre plus grand la bouche. Allez, facilite-moi la tâche. Je sais, c'est pas très bon. Allez, encore une fois. Allez, avala. Bravo. Et dans certains cas, il faut même aller chercher les malades sur leur lieu de travail. Le bilan est plus qu'encourageant. 2000 nouveaux cas en 96, soit 2 fois moins qu'en 93. Mais les victimes de souches résistantes, elles, sont de plus en plus nombreuses. Alors pour freiner l'endémie, l'OMS a décidé d'étendre son programme dans toutes les zones sensibles du monde. Objectif, sauver 10 millions de vies humaines en 10 ans. Alors Christian Perron, est-ce que la situation est aussi alarmante en France sur la tuberculose ou est-ce que ça l'est moins ? Non, fort heureusement, il y avait une petite tendance à la recrudescence de la tuberculose ces dernières années, mais qui semble juguler. Et nous n'avons absolument pas ce problème de tuberculose multirésistante, c'est-à-dire du bacille de la tuberculose qui résiste à 3, 4 ou 5 antibiotiques, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays en voie de développement, où là ça devient un problème de plus en plus important, ou dans la banlieue de New York par exemple. En France, il y a environ 40 à 50 cas par an, ce qui est très faible par rapport à l'ensemble des cas de tuberculose. Alors, on va parler de cette multirésistance, si vous le voulez bien. On a parlé de la responsabilité des médecins, mais ils ne sont pas seuls en fait, parce que le grand public aussi est responsable, non? Alors c'est la réalité. Quand on a fait une enquête auprès de médecins, on s'aperçoit qu'une fois sur 3, les médecins disent je prescris quasiment le couteau sous la gorge avec la pression des gens. Et il est difficile de résister quand une mère angoissée dit je dois mettre mon gamin à la crèche, il a 40 et la crèche m'exige une ordonnance d'antibiotiques pour le reprendre. Donc c'est un énorme problème. C'est normal d'avoir 39, 40 quand on a un rhume, ça peut se produire. Ce qui n'est pas normal, c'est que la fièvre dure au-delà de
3-4 jours. Donc il est important de montrer le gamin au médecin dès le premier jour de la fièvre ou le deuxième jour pour qu'il vérifie qu'il n'y a pas une méningite, une maladie grave qui nécessiterait l'hospitalisation, qu'il n'y ait pas une otite qui nécessite un antibiotique immédiat. Et dans la grande majorité des cas, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, ce sont des maladies virales et les antibiotiques ne marchent absolument pas sur les virus. Ça veut dire que vous êtes en train de lancer un appel à tous les parents? Oui, parce que le problème c'est que souvent quand la maman va voir son médecin le deuxième ou le troisième jour et qu'il donne un antibiotique, il n'y a plus de fièvre le lendemain. Donc elle est persuadée que l'antibiotique a fait des merveilles, mais en fait statistiquement la fièvre tombe à 3,5 jours, quoi. Ça a été calculé, c'est la durée d'une petite virose, une petite maladie virale saisonnière, et ce n'est pas l'antibiotique qui a fait tomber la fièvre. Mais dans l'esprit des personnes, on ne prend pas l'antibiotique le premier jour, le deuxième jour, on craque le troisième jour, et hop, ça marche. C'est quasi magique. C'est quasi magique. Et on donnerait un placebo, c'est un faux médicament, ça marcherait sûrement aussi bien. D'ailleurs, des études avaient été faites qui montraient que dans le rhume, un placebo marche aussi bien qu'un antibiotique. Alors Christian Perron, je crois qu'on a bien compris là vos recommandations qui sont pratiquement des recommandations au quotidien pour les parents et pour les adultes. Moi j'ai envie de vous demander plus globalement votre diagnostic sur ce problème de multirésistance. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous dans les années à venir, aussi bien à l'hôpital qu'ailleurs d'ailleurs, hein? Alors moi je suis assez pessimiste parce que ces mécanismes de résistance, c'est certaines bactéries qui ont mis 15 ans, 20 ans à les construire. Ça peut être, il y a quelquefois la résistance, ça peut être une mutation d'un jour à l'autre. Mais il y a des bactéries qui ont développé des mécanismes très sophistiqués, qui ont mis des années et des années. Et ça ne reviendra jamais en arrière. C'est-à-dire que maintenant, on court après la résistance. Et moi, à mon avis, sauf on peut imaginer un scénario catastrophe, je ne veux pas être là pour ça, mais peut-être que ça ne se produira pas. Mais il y a une possibilité que dans les années qui viennent, on meurt beaucoup plus, à la fois dans les hôpitaux, voire même en ville, à partir d'une otite. On pourra imaginer que des enfants meurent de méningite ou de complications avec des bactéries qu'on ne pourra plus traiter avec des antibiotiques usuels. Christian Perron, merci infiniment d'avoir participé à cette émission de Nimbus. Et puis nous allons maintenant aborder le deuxième grand point de cette émission. Vous allez le voir, il est tout aussi alarmant puisqu'il s'agit des élevages industriels et de la manière dont on administre quotidiennement des antibiotiques en additif aux animaux, notamment pour accélérer leur croissance. Là encore, les chiffres sont très impressionnants puisque chaque jour, ce sont 300 millions d'animaux qui sont concernés. Tous les animaux d'élevage sont soignés et nourris avec des antibiotiques. Les poulets, les vaches et les cochons élevés en batterie. Ils reçoivent des traitements préventifs d'abord, pour éviter les maladies pulmonaires systématiques chez les jeunes animaux, mais aussi pour stopper l'expansion d'une épidémie. Si 50 poulets meurent d'une infection contagieuse, le vétérinaire doit alors traiter tout l'élevage. Mais quand un animal est malade, on le traite aussi avec des antibiotiques. Enfin, ces médicaments sont ajoutés aux aliments comme facteurs de croissance. Les additifs, c'est leur nom, sont donnés à 90% des poulets et des cochons et à 30% des bovins. Résultat, les animaux mangent 5 à 10% de nourriture en moins et grossissent beaucoup plus, 1 à 10% de plus selon les espèces. C'est donc indéniablement très rentable pour les éleveurs, mais à quel prix ? Nous recevons maintenant Denis Corpet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'école vétérinaire, vous êtes directeur du laboratoire de sécurité des aliments à l'INRA de Toulouse et vous êtes surtout l'un des premiers chercheurs en France à vous être intéressé à ces problèmes de résistance. Moi j'ai d'abord envie de vous poser une question toute simple. Est-ce que les éleveurs savent vraiment qu'ils donnent de l'antibiotique en additif à leurs animaux ? La plupart ne le savent pas. Hein. Si on prend des étiquettes là, d'aliments, on les a arrachés sur les sacs d'aliments du bétail. Moi, je lis qu'il y a un peu de bacitracine, un tout petit peu là dans cet aliment pour porc, mais l'éleveur, il n'en sait rien. Il sait que il ne sait pas ce que c'est que la bacitracine. Il ne sait pas ce que c'est que la bacitracine. Il sait qu'il commande ça à sa coopérative et que ça marche, que ses cochons grossissent bien et se portent bien. Mais les coopératives, elles le savent, elles ne leur disent rien. Alors la coopérative le sait, mais c'est pas un problème qui se discute en général. Vu que c'est quelque chose qui est légal, qui marche bien, à part les agriculteurs bio, les éleveurs qui prennent l'engagement explicite de ne pas mettre d'additifs et qui du coup vendent leur viande plus chère, eh bien tout le monde en utilise et c'est normal. Hein. On pense bien sûr depuis plusieurs mois à la vache folle. Est-ce que ça pose un problème plus grave qui est que, imaginons qu'une bactérie animale résiste à des antibiotiques et que cette bactérie animale, elle soit en contact avec une bactérie humaine. Est-ce qu'elle lui donne ces résistances? Alors c'est possible. En théorie c'est possible et dans mon labo on a pu le démontrer, et à Pasteur aussi, que ces résistances passent d'une bactérie à l'autre. Ah, justement, est-ce qu'il y a des mesures qui ont déjà été prises? Est-ce qu'il y a eu des médicaments interdits, j'allais dire, ou par l'Europe ou par la France? Alors oui, il y a eu des mesures. Disons que les antibiotiques chez l'homme, ça a dû être commencé juste après la guerre, hein, en 1940 ou par là.
dans les années 40. Dans les années 50, on s'est rendu compte que ça faisait grossir les animaux plus vite et mieux. Ils avaient besoin de moins manger. Donc on s'est mis à l'utiliser. Et dès les années 60, on s'est ému de cet état de fait. On a eu la trouille, on s'est dit, oh là là, si ça crée des résistances chez l'animal, ça va être embêtant chez l'homme. Ouais, enfin, attendez, vous vous dites on s'est inquiété, mais dès les années 60, c'était il y a 37 ans et les décisions ne sont pas prises. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait qu'en Europe, on a interdit d'utiliser les mêmes antibiotiques chez l'animal et chez l'homme, chez l'animal comme additif et l'homme comme médicament. Donc, on n'a plus eu le droit d'utiliser les mêmes molécules, donc il n'y avait a priori plus de problème. Et ça a duré pendant un certain nombre d'années. Et de fait, les additifs qui sont autorisés en Europe sont des antibiotiques qui ne sont pas du tout utilisés pour soigner les gens. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors, c'était suffisant. Mais en fait, ce qui devient insuffisant, c'est que chez l'homme, à force d'utiliser beaucoup d'antibiotiques dans les hôpitaux ou en ville, on a fabriqué, on a créé chez les bactéries des résistances à pratiquement tous les antibiotiques qu'on avait, dont on disposait. Et du coup, on s'est mis à en chercher d'autres pour l'homme. Et en cherchant d'autres pour l'homme, on a été tapé dans des molécules qui ressemblaient à ceux qui sont autorisés chez l'animal. Donc on revient au début du problème. Donc on revient peu à peu à quelque chose qui ressemble au début du problème. Mais ce n'est pas vrai de tous les additifs. Il y en a qui correspondent toujours à des molécules pas du tout utilisées chez l'homme. Mais on peut prendre un exemple qui est très récent. Les Danois, ils ont demandé à l'Europe d'interdire l'avoparcine l'été dernier et ils ont obtenu gain de cause. L'avoparcine, qui était autorisée comme additif, est interdite. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce qu'ils se sont rendus compte que l'avoparcine sélectionnait dans les élevages de poulets ou de cochons des bactéries qui résistent à l'avoparcine, ce dont tout le monde, on s'en fiche, ça nous est égal. Mais on s'est rendu compte aussi que l'avoparcine, c'est un antibiotique, c'est un cousin qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la vancomycine. Et ça, on s'en fiche pas. Qui est un antibiotique humain. Voilà, parce que la vancomycine, dans les hôpitaux, c'est l'arme de la dernière chance. C'est pour des bactéries qui résistent à tout, c'est le truc qui sert quand on a tout essayé. Alors ça serait vraiment trop grave que parce qu'on utilise de l'avoparcine sur les poulets, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. La preuve n'est pas faite de ça. Mais rien que ce soupçon, rien que cette possibilité théorique, ça suffit pour qu'on interdise l'avoparcine, et c'est probablement prudent et raisonnable. Ce soupçon, rien que cette possibilité théorique, ça suffit pour qu'on interdise l'avoparcine, et c'est probablement prudent et raisonnable. Alors justement, à ce propos, est-ce que vous avez le sentiment que les autorités sont assez sensibles à ce sujet et qu'elles sont prêtes à étudier ça de très près? Alors les autorités, ça dépend en lesquelles. Il est clair qu'en Europe, il y a un gradient nord-sud et que les gens qui sont au Danemark ou en Suède sont beaucoup plus sensibles à ce type de problème, peut-être parce qu'ils sont plus riches, que les gens qui sont au sud de l'Europe, qui ont d'autres chats à fouetter, je dirais. Et en France, c'est un peu intermédiaire. Et il y a toute une négociation au niveau de l'Europe pour savoir qui va faire valoir son point de vue, et ça se discute. Alors justement, vous parliez de l'exemple suédois, eh bien on a décidé de vous le montrer. En 1986, les autorités suédoises ont décidé d'interdire tout antibiotique en additif, donc dans les aliments. C'est le principe de précaution et vous allez voir, ça marche. Conséquence immédiate de cette mesure, les animaux ont été de plus en plus souvent malades. Paradoxalement, les éleveurs ont dû d'abord multiplier les traitements antibiotiques. C'est vrai, nous avons eu des problèmes au début. Aujourd'hui, les éleveurs ont dépassé ces problèmes. Ils sont capables d'obtenir des rendements très élevés. Les Suédois ont trouvé une alternative aux additifs antibiotiques. Un régime plus adapté, moins de protéines, plus de fibres, une meilleure hygiène et des élevages moins intensifs. Bilan positif, les Suédois ont divisé par 2 la dose globale d'antibiotiques consommée par les animaux. Et les bactéries résistantes, elles, ont disparu. Le prix de la viande a augmenté, mais tous les vétérinaires suédois sont unanimes, c'est le prix de la sécurité. Notre troisième invité pour cette émission, c'est Roland Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service de microbiologie du CHU de Caen. Vous revenez surtout d'un congrès de l'OMS extrêmement intéressant à Berlin, où je crois on a mis en évidence la transmission des bactéries multirésistantes des animaux aux hommes. C'est bien ça? Effectivement, il a été confirmé que des bactéries résistantes aux antibiotiques pouvaient être transmises de l'animal à l'homme, que cette transmission survenait essentiellement par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire, donc des aliments, et qu'il donc y avait un risque qui existait pour la santé publique chez l'homme. Alors, ce risque est difficilement quantifiable puisqu'il y a très peu de travaux qui portent sur justement ce point précis. Donc on n'a aucune idée de l'importance. Est-ce qu'il s'agit d'un torrent? Est-ce qu'il s'agit d'une petite rivière entre l'animal et l'homme? Mais il a été considéré que l'existence seule de ce risque
justifiait que l'OMS émette des recommandations quant à l'utilisation prudente des antibiotiques dans le domaine animal. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on évite que ça devienne un torrent, que cette transmission ne devienne un torrent entre les animaux et les hommes? Alors, il faut d'abord surveiller ces résistances et l'évolution de ces résistances chez les animaux, ce qui est insuffisamment fait. Ensuite, l'OMS va recommander la généralisation des mesures qui sont déjà appliquées dans l'Union européenne, c'est-à-dire de séparer très clairement l'usage des antibiotiques comme additif alimentaire chez les animaux de l'usage en traitement des maladies infectieuses chez l'homme. Mais à plus long terme, l'idée c'est bien de supprimer l'usage des antibiotiques dans des usages qui ne sont pas faits pour le traitement des hommes et des animaux. Ça ne va pas faire plaisir aux éleveurs, ça, hein? Mais je crois que les éleveurs ont beaucoup à faire dans ce domaine-là et beaucoup à aider, puisque ces solutions ne seront applicables que si on met en place des alternatives aux antibiotiques, c'est-à-dire des mesures d'hygiène dans les élevages, de nouvelles techniques d'élevage, comme le disent les vétérinaires. Et donc là, les éleveurs ont une place essentielle à jouer. Alors j'ai envie, moi, qu'on parle plus globalement de cette guerre qu'on peut mener contre les bactéries. Est-ce que vous avez à votre disposition des armes suffisantes pour mener cette guerre, ou est-ce qu'il faut que les labos travaillent pour inventer justement de nouvelles armes? Alors on a cru à un moment qu'on avait des armes suffisantes. Donc la recherche en matière d'antibiothérapie, d'antibiotiques, s'est beaucoup ralentie. Et ce n'est que très récemment qu'elle vient de reprendre devant justement les problèmes posés par la résistance aux antibiotiques. Et est-ce qu'à votre avis, la réaction est suffisante? Alors, la réaction est très importante, puisqu'il y a même des changements de stratégie dans la découverte de nouveaux antibiotiques. En deux mots, jusque-là, cette stratégie misait surtout sur le hasard. Fleming, c'est tout à fait par hasard qu'il a découvert la pénicilline dans un tiroir de son bureau, en voyant l'action d'un champignon sur un staphylocoque. Bien. Et cette stratégie du hasard, finalement, s'est instaurée en stratégie complète par la suite, puisque les firmes se sont mis à rechercher dans les bactéries du sol celles qui étaient capables de produire des antibiotiques naturels. Tout à fait. Cette stratégie a été extraordinaire puisqu'elle a donné lieu à tous les antibiotiques qu'on connaît actuellement. Mais elle a eu l'ennui, c'est que d'abord, on a découvert de moins en moins d'antibiotiques, donc on est un peu à l'épuisement de cette stratégie. Et puis, deuxième ennui, chaque fois qu'on découvrait un antibiotique, on était sûr d'avoir en même temps le mécanisme de résistance. Parce que les bactéries productrices d'antibiotiques, en même temps, résistent à l'antibiotique qu'elles produisent pour ne pas se suicider. Ça veut dire qu'il faut une autre stratégie. C'est-à-dire qu'il faut une autre stratégie de découverte des antibiotiques. Et cette stratégie, c'est? Alors la stratégie, maintenant, il y en a plusieurs. La plus habituelle maintenant, c'est de procéder un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on trouve d'abord une cible chez la bactérie, c'est-à-dire une enzyme ou une structure qui est essentielle pour la vie de la bactérie. Et on peut espérer trouver une substance qui va inhiber cette cible et donc tuer la bactérie. Alors, quand le grand public pense bactéries, il pense antibiotiques, mais il pense aussi vaccins. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a un petit peu tort? Alors, la recherche apparaît avancer quand même relativement lentement pour la mise au point de nouveaux vaccins. Mais il y a de nouvelles stratégies qui sont en plein développement, qui sont essentiellement d'utiliser non pas des bactéries entières, mais simplement des petites portions, des petites parties de la bactérie, de façon à avoir des vaccins beaucoup plus précis, qui ciblent plus particulièrement, et surtout qui sont beaucoup mieux tolérés. Alors justement, je vous arrête un instant, Roland Leclerc, on se retrouve dans quelques minutes, mais on va faire le point sur tous ces vaccins qui existent, sur tous ces vaccins que le grand public peut utiliser, et sur leur efficacité relative, ou parfois très grande. En tête de liste, 3 maladies dont les vaccins sont efficaces à 95%. La fièvre typhoïde qui peut dégénérer en hémorragie intestinale, la diphtérie, infection de la gorge, et le tétanos, maladie responsable de paralysie. Le tétanos a quasiment disparu, on ne le trouve encore que chez les rares personnes âgées non vaccinées. La diphtérie est totalement absente de tous les pays qui pratiquent la vaccination. Et le dernier bel exemple est la vaccination Haemophilus influenzae. Vous savez que cette bactérie cause des méningites chez le nourrisson et que dans tous les pays qui ont appliqué cette vaccination, les méningites à Haemophilus ont totalement ou quasiment totalement disparu. Donc ce sont des vaccins très efficaces. Enfin, il y a les vaccins à efficacité variable. C'est le cas d'un autre type de méningite très fréquente au Brésil, la méningite à méningocoque. Ici, à Rio, en 1974, l'Institut Mérieux a vacciné 10 millions de personnes en 5 jours. Une vaccination en masse qui a permis de stopper net une épidémie qui menaçait tout le pays. Mais s'il est efficace à 95% au Brésil, en France, ce vaccin est impuissant contre la forme de méningite la plus répandue. Même profil pour le vaccin contre le pneumocoque, responsable des pneumonies.
Il ne protège que les sujets en bonne santé et non les sujets à risque comme les nourrissons ou les personnes âgées. Quant au BCG contre la tuberculose, il n'est efficace qu'à 50%. Dernier type de vaccin, ceux qui déclenchent la maladie à l'âge adulte. À force de vacciner les nourrissons contre la coqueluche, il n'y a plus d'immunité naturelle chez les jeunes enfants. Résultat, les adultes sont de plus en plus victimes de formes sévères de coqueluche. Roland Leclerc, pourquoi parle-t-on si peu de ce problème au grand public? Je crois quand même d'abord que la prise de conscience réelle de ce problème n'est pas si ancienne que ça. Donc il est clair que si on veut notamment un changement d'attitude du public vis-à-vis des antibiotiques, il y a une information qui est absolument nécessaire sur ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas eu simplement aussi à un moment, j'allais dire, un défaut d'explication des médecins, ou est-ce que les médecins n'ont pas pris conscience un peu tard du danger? Alors, il faut voir aussi que les problèmes de résistance, finalement, sont connus quand même depuis assez longtemps dans les hôpitaux, mais qu'on a peut-être eu à certaines époques l'impression qu'on allait pouvoir contrôler ça, que ce n'est peut-être pas si important, et qu'en tout cas c'était peut-être limité dans les hôpitaux. Ce qui n'est plus le cas actuellement, puisqu'on a des problèmes de résistance tout à fait en dehors des hôpitaux. Et cette dimension-là, elle est tout à fait récente. Alors si je vous demande un diagnostic sur ce qui va se passer dans les années à venir, c'est un diagnostic de médecins et de chercheurs qui sera plutôt alarmant, ou vous avez vraiment le sentiment qu'aujourd'hui on s'attaque à ce problème de manière correcte? Alors, si l'on regarde plutôt du côté des nouvelles thérapeutiques, je crois qu'effectivement on va avoir mis au point des antibiotiques très performants contre lesquels les bactéries vont avoir du mal à résister. Mais je crois qu'il ne faut absolument pas se faire d'illusions. Les bactéries sont là depuis des millions d'années, bien avant nous. Elles seront là quand nous serons disparus. Moi qui vous parle, j'en ai 1000 milliards sur moi et dans mon tube digestif. Je sais qu'une seule peut me tuer. Elles sont plus fortes que nous. Ce qui veut dire que même si on a des antibiotiques performants, on aura forcément un jour ou l'autre des résistances à ces antibiotiques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer d'attitude, qu'il faut s'habituer à vivre avec ces bactéries et pas contre? Je crois qu'il faut absolument vivre en bonne entente avec ces bactéries. De toute façon, elles nous sont aussi profitables d'une certaine manière, certaines. Elles nous fournissent des vitamines, par exemple. Donc il faut respecter ce monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser correctement les antibiotiques et pas agresser, si j'ose dire, les bactéries. Roland Leclerc, merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir participé à cette émission de Nimbus. Et voici maintenant tous les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission. Bactéries, virus et champignons de Xavier et Laurence Roland dans la collection Domino de Flammarion. 1000 milliards de microbes de Jean-Michel Boissier et Martine Scrive dans la collection Explora. Le numéro 11 du magazine L'Impatient, un hors-série sur le guide et le calendrier des vaccinations. C'est très intéressant. Enfin, sans aucun rapport avec le sujet abordé aujourd'hui, à noter la sortie du très complet dictionnaire des sciences sous la direction de Michel Serres et de Naya Farouki. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Nimbus. On se retrouve dans un mois exactement pour parler cette fois d'un sujet moins inquiétant et plus poétique puisqu'il s'agit de l'Égypte. Excellente soirée sur la 3. Bonsoir.